Jack London. Cro-Blanc. Le long voyage. C'était dans l'air. Cro-Blanc pressentait, avant qu'il ne fût, qu'un malheur allait arriver. Ses dieux se trahissaient sans le savoir. Le chien-loup, du seuil de la cabane, lisait dans leur cerveau. « Écoutez ceci, voulez-vous » s'exclama Matt, un soir tandis qu'il soupait avec Scott. Scott écouta. À travers la porte arrivait une sourde plainte, douloureuse comme un sanglot. Un long reniflement lui succéda, et la plainte se tut. Cro-Blanc s'était rassuré. Son dieu ne s'était pas encore envolé. « Je crois que ce loup devine vos projets, dit Matt. « Que veux-tu que je fasse d'un loup en Californie » répondit Scott en regardant son compagnon d'un air embarrassé, qui indiquait une arrière-pensée différente de ses paroles. « C'est bien ce que je dis, opina Matt. « Que feriez-vous d'un loup en Californie » ? Les chiens des hommes blancs n'emmèneraient pas large, poursuivit Scott. Ils les tueraient tous, sitôt débarqués. Je me ruinerais à payer les dommages et intérêts, à moins que la police ne mette aussitôt la main dessus et ne commence par l'électrocuter. C'est un terrible meurtrier, je le sais, approuva Matt. Dehors, le sanglot se faisait entendre à nouveau, puis le reniflement interrogateur lui succéda encore. Il est incontestable, reprit Matt, qu'il a des pensées que nous ignorons. Mais comment sait-il que vous allez partir ? Cela dépasse mon imagination. Moi non plus, je ne le comprends pas, dit Scott tristement. Quand le jour fatal fut proche, Cro-Blanc, par la porte ouverte, vit le dieu d'amour déposer sa valise sur le plancher et y emballer divers objets. Il y eut aussi des allées et venues, l'atmosphère paisible de la cabane fut perturbée. Le doute n'était plus possible pour Cro-Blanc. Son dieu s'apprêtait à fuir une seconde fois, et comme la première, il l'abandonnerait derrière lui. Alors, la nuit qui suivit, il fit retentir le long hurlement des loups. Ainsi avait-il hurlé dans son enfance quand, après avoir fui dans le wild, il était revenu au campement indien et l'avait trouvé disparu, quelques tas de détritus marquant seuls la place où s'élevait la veille la tente de Castor Gris. Aujourd'hui comme jamais, il pointait son museau vers les froides étoiles et leur disait son malheur. Dans la cabane, les deux hommes venaient de se mettre au lit. « Il recommence à ne plus vouloir de nourriture, » dit Matt derrière sa cloison. Scott s'agita dans son lit et grogna. Matt continua. « Si j'en juge par sa conduite passée, je ne serais pas étonné que maintenant il ne meure pour de bon. »« La ferme !» cria Scott dans l'obscurité. « Tu bavardes pire qu'une femme. » Le lendemain, Cro-Blanc prétendit ne pas quitter les talons de son maître et continua à observer les bagages étendus sur le plancher. 2 gros sacs de toile et une boîte étaient venus rejoindre la valise. Dans une toile cirée, Matt roulait les couvertures de Scott et ses vêtements de fourrure. Puis les 2 Indiens arrivèrent, qui mirent les bagages sur leurs épaules et les emportèrent sous la conduite de Matt, chargé lui-même de la valise et des couvertures. Lorsque Matt fut revenu, le maître vint à la porte de la cabane et, appelant Cro-Blanc, le fit entrer. « Toi, pauvre diable, dit-il en frottant doucement les oreilles de l'animal, apprends que je vais partir pour un long voyage où tu ne pourras me suivre. Donne-moi encore un grondement ami, un grondement d'adieu. Ce sera le dernier. » Mais Cro-Blanc refusa de gronder. Après un regard pensif vers les yeux du dieu, il cacha sa tête sous le bras de Scott. « Hey, il siffle !» cria Matt. Du Yukon s'élevait le meuglement d'un steamboat. « Coupez court à vos adieux, monsieur Scott. Sortez par la porte de devant et fermez-la vivement. J'en ferai autant avec celle de derrière. » Les 2 portes claquèrent en même temps avec un bruit sec, scandé bientôt par un gémissement lugubre et un sanglot, suivi de longs reniflements. « Matt, tu prendras bien soin de lui, » dit Scott, comme il descendait la pente de la colline. « Tu m'écriras et me feras savoir comme il se conduit. »« Je n'y manquerai pas, »
Mais écoutez donc ceci. Les deux hommes s'arrêtèrent. Cro-Blanc hurlait comme font les chiens quand leurs maîtres sont morts. Il vociférait sa désespérance, sa clameur montait en notes aiguës et précipitées, puis en un trémolo misérable, elle retombait comme prête à s'éteindre, pour éclater à nouveau en explosions successives. L'Aurora était le premier bateau de l'année qui quittait le Klondike. Ses ponts étaient bondés de chercheurs d'or qui s'en retournaient, les uns après fortune faite, les autres en pitoyable détresse, tous aussi ardents à repartir qu'ils avaient été enragés à venir. Près de l'échelle du bord, Scott serrait la main de Matt qui se préparait à redescendre à terre. Mais Matt, sans répondre à cette étreinte, restait les yeux fixés sur quelque chose qu'il voyait à 2 pas de lui, derrière le dos de Scott. Scott se retourna. Assis sur le pont, Cro-Blanc attendait. Les deux hommes échangèrent quelques mots, affirmant chacun qu'ils avaient bien fermé leur porte. Cro-Blanc observait, aplatissant ses oreilles, mais toujours immobile. « Je vais le descendre à terre avec moi, » dit Matt. Il s'avança vers Cro-Blanc, qui glissa aussitôt loin de lui. Matt courait à sa poursuite, mais Cro-Blanc disparut derrière un groupe, tourna tout autour du pont, reparut, s'esclipsa et virevolta sans se laisser capturer. Alors Scott l'appela et il vint en prompte obéissance. Scott se mit à caresser Cro-Blanc et remarqua sur son museau des coupures fraîches, ainsi qu'une entaille entre ses yeux. Matt passa sa main sous le ventre de l'animal. « Nous avions, dit-il, oublié la fenêtre. Il a le ventre tout balafré. Il a parbleu passé à travers les vitres. » Mais Weedon Scott n'écoutait pas. Il pensait rapidement. La bruyante sirène de l'Aurora annonçait le départ. Des hommes se mettaient en mesure de descendre l'échelle du bord. Matt, dénouant sa cravate, s'avança pour la passer autour du cou de Cro-Blanc. « Non, pas cela, dit Scott. Adieu, mon vieux, tu peux partir. Quant au loup, inutile de me donner de ses nouvelles. Je l'ai avec moi. »« Quoi ?» s'écria Matt. « Voulez-vous dire par là… » ?»« Je dis ce que je dis. Voici ta cravate. Je t'écrirai à son sujet. » Matt descendit. À la moitié de l'échelle, il s'arrêta. « Il ne pourra jamais supporter le climat. Vous le tondrez au moins quand viendront les chaleurs. » L'échelle enlevée, l'Aurora se balança et s'éloigna du rivage. Weedon Scott agita la main en signe d'adieu, puis, revenant vers Cro-Blanc, « Maintenant roucoule, toi, damné fou, roucoule. » La terre du Sud. Cro-Blanc reprit terre à San Francisco. Il fut stupéfait. Toujours, il avait associé volonté d'agir et puissance d'agir. Et jamais les hommes blancs ne lui avaient paru des dieux aussi merveilleux que depuis qu'il trottait sur le lisse pavé de la grande ville. Les cabanes qu'il avait connues, faites de bûches de bois, faisaient place à de grands bâtiments hauts comme des tours. Les rues étaient pleines de périls inconnus. Camions, voitures, automobiles, de grands et forts chevaux traînaient d'énormes chariots. Sous des câbles monstrueux, tendus en l'air, des cars électriques filaient rapidement et cliquetaient à travers le brouillard, hurlant leur instance menace, comme font les lynx dans les forêts du Nord. Toutes ces choses étaient autant de manifestations de puissance. À travers elles, derrière elles, l'homme contrôlait et gouvernait. C'était colossal et terrifiant. Cro-Blanc eut peur, comme jadis, lorsqu'arrivant du Wild au camp de Castor Gris, quand il était petit, il avait senti sa faiblesse devant les premiers ouvrages des dieux. Et quelle innombrable quantité de dieux il voyait maintenant. Leur foule affairée lui donnait le vertige, le tonnerre des ruées l'alourdissait, et leur incessant mouvement, torrentueux et sans fin, le bouleversait. Jamais il n'avait autant senti sa dépendance du dieu d'amour. Il le suivait, collé sur ses talons, quoi qu'il dût advenir.
Une nouvelle épreuve l'attendait qui, longtemps par la suite, demeura un cauchemar dans son cerveau et dans ses rêves. Après qu'ils eurent tous deux traversé la ville, ils arrivèrent dans une gare pleine de wagons où Cro-Blanc fut abandonné par son maître. Il le crut, du moins, et enchaîné dans un fourgon au milieu d'un amoncellement de malles et de valises. Là, commandait un dieu trapu et herculéen qui faisait grand bruit et, en compagnie d'autres dieux, traînait, poussait, portait les colis qu'il recevait ou débarquait. Cro-Blanc, dans cet inferno, ne reprit ses esprits qu'en reconnaissant près de lui les sacs de toile qui enfermaient les effets de son maître. Alors, il se mit à monter la garde sur ses paquets. Au bout d'une heure, Weedon Scott apparut. « Il était temps que vous veniez, » grogna le dieu du fourgon. « Votre chien prétend ne pas me laisser mettre un doigt sur vos colis. » Cro-Blanc fut emmené hors du fourgon. Il fut très étonné. La cité fantastique avait disparu. On l'avait enfermé dans une chambre qui était semblable à celle d'une maison, et, à ce moment, la cité était tout autour de lui. Depuis, la cité s'était éclipsée. Sa rumeur ne bruissait plus à ses oreilles, mais une souriante campagne l'entourait, baignée de paix, de silence et de soleil. Durant un bon moment, il s'ébahit de la transformation. Puis il accepta le fait, comme une manifestation de plus du pouvoir souvent incompréhensible de ces dieux. Cela ne regardait qu'eux. Une voiture attendait. Un homme et une femme s'approchèrent, puis les bras de la femme se levèrent et entourèrent vivement le cou du maître. C'était là un acte hostile. Cro-Blanc se mit à gronder avec rage. « Ça va, mère, dit Scott, s'écartant aussitôt et empoignant l'animal. Il a cru que tu me voulais du mal, et c'est une chose qu'il ne peut supporter. Je ne pourrai donc t'embrasser, mon fils, qu'en l'absence de ton chien, dit-elle en riant, quoiqu'elle fût encore pâle et défaite de la frayeur qu'elle avait éprouvée. Nous lui apprendrons bientôt à se mieux comporter. Et, comme Cro-Blanc, l'œil fixe, continuait à gronder, « Couchez, monsieur, couchez !» L'animal obéit à contre-cœur. « Maintenant, mère !» Scott ouvrit ses bras sans quitter du regard Cro-Blanc, toujours hérissé et qui fit mine de se redresser. « À bas, à bas !» répéta Scott. Cro-Blanc se laissa retomber. Il surveilla des yeux, avec anxiété, la répétition de l'acte hostile. Aucun mal n'en résulta, pas plus que de l'embrassade qui se produisit ensuite du dieu inconnu. Alors les sacs furent chargés sur la voiture, où montèrent le dieu d'amour et les dieux étrangers. Cro-Blanc suivit en trottant, vigilant et hérissé, signifiant ainsi aux chevaux qu'il veillait sur le maître emporté par eux si rapidement sur le sol. Un quart d'heure après, la voiture franchissait un portail de pierre et s'engageait sur une belle avenue bordée de noyers qui la recouvraient de leurs arceaux. À droite et à gauche s'étendaient de vastes et vertes pelouses plantées de grands chênes aux puissantes ramures. Au-delà, en un pittoresque contraste, des prairies au foin mûr, dorées et roussies par le soleil. Des collines brunes, couronnées de hauts pâturages, fermaient l'horizon. À l'extrémité de l'avenue s'élevait, à flanc de coteau, une maison aux nombreuses fenêtres et aux porches profonds. Cro-Blanc n'eut point de loisir d'admirer tout ce beau paysage, car la voiture avait à peine pénétré dans le domaine qu'un gros chien de berger, au museau pointu et aux yeux brillants, l'assaillait, fort irrité et à bon droit, contre l'intrus. Le chien, se jetant entre lui et le maître, se mit en devoir de le chasser. Cro-Blanc, hérissant son poil, s'élançait déjà pour sa mortelle et silencieuse riposte lorsqu'il s'arrêta brusquement, les pattes raides, troublé et se refusant au contact. Le chien était une femelle, et la loi de sa race interdisait à Cro-Blanc de l'attaquer. L'instinct du loup reparaissait, et son devoir était de lui obéir. Mais il n'en était pas de même de la part du chien de berger. Son instinct, à lui, était la haine ardente du wild. Cro-Blanc était un loup, le maraudeur héréditaire qui faisait sa proie des troupeaux
et que, depuis des générations, il convenait de combattre. Tandis que Cro-Blanc retenait son élan, la chienne bondit sur lui et enfonça ses crocs dans son épaule. Il gronda involontairement, et ce fut tout. Il se détourna et tenta seulement de l'éviter. Mais la chienne s'acharnait, et le poursuivant de ci de là ne lui laissait aucun répit. « Ici, Collie !» appela l'homme étranger qui était dans la voiture. Weedon Scott se mit à rire. « Père, ne vous inquiétez pas, il fait son éducation. Mieux vaut qu'il commence dès à présent. » La voiture continuait à rouler, et toujours Collie bloquait la route à Cro-Blanc, refusant, malgré ses ruses et ses détours, de le laisser passer. Le maître aimé allait disparaître. Alors, désespéré, Cro-Blanc, se souvenant d'un de ses vieux modes de combat, donna à son adversaire une violente poussée de l'épaule. En une seconde, la chienne fut culbutée et, tandis qu'elle poussait des cris perçants, Cro-Blanc détalait pour rejoindre la voiture qu'il trouva arrêtée au seuil de la maison. Là, il subit une nouvelle attaque. Un chien de chasse bondit sur lui de côté, sans qu'il le vît, et si impétueusement qu'il ne put résister au choc et roula par terre sans dessus-dessous. En proie à une rage folle, il bondit à son tour aussitôt relevé, et s'en était fait du chien si Collie, remise sur ses pattes, ne fut revenue de plus en plus furieuse contre le brigand du Wild. Elle fonça à angle droit sur Cro-Blanc, qui pour la seconde fois fut renversé sur le sol. À ce moment, Weedon Scott intervint. Il se saisit de Cro-Blanc, tandis que son père appelait les chiens. « Voilà, dit Scott, une chaude réception pour un pauvre loup de l'Arctique. Il est connu pour n'avoir été jeté bas qu'une seule fois dans sa vie, et il vient de l'être ici 2 fois en 30 secondes. » D'autres dieux étrangers étaient sortis de la maison. Un certain nombre d'entre eux restèrent à distance respectueuse. Mais 2 femmes recommencèrent l'acte hostile de se suspendre au cou du maître. Cro-Blanc, cependant, toléra cet acte, aucun mal ne semblant décidément en provenir, et les bruits que les femmes dieux faisaient avec leur bouche ne paraissaient pas menaçants. Tous les dieux présents se mirent ensuite en frais de gentillesse envers lui. Mais il les avertit, avec un grondement, de se montrer prudent, et le maître fit de même avec sa bouche, tout en le tapotant amicalement sur la tête. Les dieux montèrent ensuite l'escalier du perron, afin d'entrer dans la maison. Une des femmes dieux avait passé ses bras autour du cou de Collie et la calmait avec des caresses. Mais Collie demeurait grinçante et surexcitée, comme outragée par la présence tolérée de ce loup, et persuadée intérieurement que les dieux étaient dans leur tort. Dick, le chien, avait été se coucher en haut de l'escalier, et lorsque passa Cro-Blanc, collé au talon de son maître, il gronda vers lui. « Toi, viens, loup, dit Scott, c'est toi qui vas entrer. » Cro-Blanc entra les pattes raides, la queue droite et fière, sans perdre Dick des yeux, afin de se garer d'une attaque de flanc, prêt aussi à faire face à tout danger qui pourrait fondre de l'intérieur de la maison. Rien de redoutable ne se produisit. Puis il examina tout autour de lui, et cela fait, se coucha avec un grognement de satisfaction aux pieds de son maître. Mais il demeura l'oreille aux aguets. Qui sait quel péril l'épiait peut-être sous ce grand toit de la maison, qui pesait sur sa tête comme le plafond d'une trappe. Le domaine du dieu. Non seulement Cro-Blanc était capable, par sa nature, de s'adapter aux gens et aux choses, mais il raisonnait et comprenait la nécessité de cette adaptation. Ici, à Sierra Vista, c'était le nom du domaine du juge Scott, père de Weedon Scott, il se sentit rapidement chez lui. Dick, après quelques bouderies et formalités, s'était résigné à accepter la présence du loup, imposée par ses maîtres. Même il n'aurait pas mieux demandé que de devenir son ami. Mais Cro-Blanc ne se souciait pas d'aucune amitié de ses semblables. Il avait toujours vécu hors de son espèce et désirait y demeurer. Les avances de Dick n'eurent point de succès, et il les repoussa. Le bon chien renonça à son idée, et désormais ne prit pas plus garde à Cro-Blanc que celui-ci ne prenait garde à lui.
Il n'en fut pas de même avec Collie. Si elle tolérait Cro-Blanc, qui était sous la protection des dieux, elle ne pouvait se résigner à le laisser en paix. Trop de loups avaient ravagé les troupeaux et combattu contre ses ancêtres pour qu'elle pût ainsi t'oublier. Prenant avantage de son sexe, elle ne perdait aucune occasion de le maltraiter de ses dents pointues. Cro-Blanc tendait patiemment la fourrure protectrice de son épaule, puis reprenait sa marche calme et digne. Si elle mordait trop fort, il courait en cercle en détournant la tête, irrité mais impassible. Il finit par prendre l'habitude, quand il la voyait venir, de se lever et de s'en aller en lui cédant aussitôt la place. Dans sa vie nouvelle, Cro-Blanc avait beaucoup à apprendre. Tout était ici beaucoup plus compliqué que sur la terre du Nord. De même que Castor Gris, le maître avait une famille qui partageait sa nourriture, son feu, ses couvertures, et qui devait être respectée comme lui-même. Et elle était bien plus nombreuse que celle de l'Indien. Il y avait d'abord avec sa femme le juge Scott, père de Weedon, puis les deux sœurs de celui-ci, Beth et Mary, puis sa femme Alice et encore ses enfants, Weedon et Maud, un garçon de 4 ans et une fille de 6 ans. Cro-Blanc, sans pouvoir comprendre quel lien de parenté unissait au dieu d'amour tout ce monde, consentit à se laisser caresser par chacun. Il apprit aussi à jouer avec les enfants qu'il voyait être particulièrement chers au maître, et oublia en leur faveur toutes les méchancetés et toutes les tyrannies qu'il avait subies de la part des enfants indiens. Il supportait avec conscience toute leur folie, et s'il l'ennuyait trop, il s'écartait d'eux avec dignité. Il finit même par les aimer, mais personne ne put jamais tirer de lui le moindre ronronnement. Le ronron était pour le maître seul. Quant aux domestiques, un traitement différent devait leur être appliqué. Cro-Blanc les tolérait comme étant une propriété de son maître. Il cuisinait et lavait les plats et accomplissait divers autres besognes, juste comme Matt faisait là-bas au Klondike. Il n'avait pas à se laisser caresser par eux et ne leur devait aucune affection. Le domaine du dieu, qui s'étendait hors de la maison, était vaste, mais non sans limite. Au-delà des dernières palissades qui l'entouraient, étaient les domaines particuliers d'autres dieux. Sur la terre du Nord, le seul animal domestique était le chien. Beaucoup d'autres animaux vivaient dans le wild, et ces animaux appartenaient de droit aux chiens lorsque ceux-ci pouvaient les maîtriser. Durant toute sa vie, Cro-Blanc avait dévoré les choses vivantes qu'il rencontrait. Il n'entrait pas dans sa tête que sur la terre du Sud, il dût en être autrement. Vagabondant autour de la maison, au lever du soleil, il tomba sur un poulet qui s'était échappé de la basse-cour. Il fut sur lui en un instant. Le poulet poussa un piaulement effaré et fut dévoré. Nourri de bon grain, il était gras et tendre, et Cro-Blanc, se pourléchant les lèvres, décida qu'un tel plat était tout à fait délectable. Plus avant dans la journée, il eut la chance de rencontrer un autre poulet qui se promenait près de l'écurie. Un des palefreniers courut au secours de la volaille. Ignorant du danger qu'il courait, il prit pour toute arme un léger fouet de voiture. Au premier coup, Cro-Blanc, qu'un gourdin aurait peut-être fait reculer, laissa le poulet pour l'homme. Tandis que le fouet le cinglait à nouveau, il sauta silencieusement à la gorge de l'homme qui tomba à la renverse en criant « Mon Dieu !» puis lâcha son fouet pour se couvrir la gorge avec ses bras. Les avant-bras saignants et lacérés jusqu'à l'os, il se releva et tenta de gagner l'écurie. L'opération eût été malaisée si Colline eût fait à ce moment son entrée en scène. Elle s'élança furibonde sur Cro-Blanc. C'était bien elle qui avait raison. Les faits le prouvaient et justifiaient ses préventions, en dépit de l'erreur des dieux qui ne savaient pas. Le brigand du Wild continuait ses anciens méfaits. Le palefrenier s'était mis à l'abri et Cro-Blanc reculait devant les dents menaçantes de Collie. Il lui présenta son épaule, puis tenta de la lasser en courant en cercle. Mais Collie ne voulait pas renoncer à châtier le coupable, en sorte que Cro-Blanc, jetant au vent sa dignité, se décida à décamper à travers champs.
Voilà qui lui apprendra, dit Scott, à laisser tranquilles les poulets. Mais je lui donnerai moi-même une leçon la prochaine fois que je l'y prendrai. 2 nuits plus tard, l'occasion voulue se présenta, et plus magnifique que Scott ne l'avait prévu. Cro-Blanc avait observé de près la basse-cour et les habitudes des poulets. Lorsque la nuit fut venue et que tous les poulets furent juchés sur leur perchoir, il grimpa sur une pile de bois qui était voisine, d'où il gagna le toit du poulailler. De là, il se laissa glisser sur le sol et pénétra dans la place. Ce fut un carnage bien conditionné. Lorsque le matin Scott sortit, 50 poules blanches de Leghorn, dont les cadavres n'avaient pas été dévorés, accueillirent son regard, soigneusement alignées par le palefrenier sur le perron de la maison. Le maître siffla, surpris et plein d'admiration pour ce chef-d'œuvre de destruction. Cro-Blanc accourut et le regarda dans les yeux, sans honte aucune. Loin d'avoir conscience de son crime, il marchait avec orgueil, comme s'il avait accompli une action méritoire et digne d'éloge. Scott se pinça les lèvres, navré de sévir, et parla durement. Il n'y avait que colère dans sa voix. Puis, s'étant emparé de Cro-Blanc, il lui tint le nez sur les poulets assassinés et en même temps le gifla lourdement. Autrefois, lorsque Cro-Blanc était giflé par Castor Gris ou par Beauty Smith, il en éprouvait une souffrance physique. Maintenant, s'il arrivait qu'il le fût par le dieu d'amour, le coup, quoique plus léger, entrait plus profondément en lui. La moindre tape lui semblait plus dure à supporter que jadis la pire bastonnade, car elle signifiait que le maître était mécontent. Jamais plus il ne courut après un poulet. Bien plus, Scott l'ayant conduit dans le poulailler même, au milieu des poulets survivants, Cro-Blanc, en voyant sous son nez la vivante nourriture, fut tout d'abord sur le point de céder à son instinct. Le maître réfréna de la voix cette impulsion, et dès lors Cro-Blanc respecta le domaine des poulets, il ignora leur existence. Et comme le juge Scott semblait douter que cette conversion fût définitive, Cro-Blanc fut enfermé tout un après-midi dans le poulailler. Il ne se passa rien. Cro-Blanc se coucha et finit par s'endormir. S'étant réveillé, il alla boire dans l'auge d'un peu d'eau. Puis, ennuyé de se voir captif, il prit son élan, bondit sur le toit du poulailler et sauta dehors. Calmement, il vint se présenter à la famille qu'il observait du perron de la maison, et le juge, Scott, le regardant en face, prononça plusieurs fois avec solennité. « Cro-Blanc, tu vaux mieux que je ne pensais. » Cro-Blanc apprit pareillement qu'il ne devait pas toucher aux poulets appartenant aux autres dieux. Il y avait aussi des chats, des lapins et des dindons. Tout ceci devait être laissé en paix, et en général, toutes les choses vivantes. Même dans la solitude des prairies, une caille pouvait sans dommage lui voltiger devant le nez frémissant et tendu de désir. Il maîtrisait son instinct et demeurait immobile parce que telle était la loi des dieux. Un jour, cependant, il vit Dick qui avait fait lever un lapin de Garenne et qui le poursuivait. Le maître était présent et ne s'interposait pas. Il encourageait même Cro-Blanc à se joindre à Dick. Une nouvelle loi en résultait. Les lapins de Garenne n'étaient pas tabous comme les animaux domestiques, ni les écureuils, ni les cailles, ni les perdrix. C'étaient des créatures du wild sur lesquelles les dieux n'étendaient pas leur protection, comme ils faisaient sur les bêtes apprivoisées. Il était permis aux chiens d'en faire leur proie. Toutes ces lois étaient infiniment complexes. Leur observance exacte était souvent difficile et l'inextricable écheveau de la civilisation, qui réfrénait constamment ses impulsions naturelles, bouleversait Cro-Blanc. Trottant derrière la voiture, il suivait son maître à San José, qui était la ville la plus proche. Là se trouvaient des boutiques de bouchers où la viande pendait sans défense. À cette viande, il était interdit de toucher. Beaucoup de gens s'arrêtaient en le voyant, l'examinaient avec curiosité et, ce qui était le pire, le caressaient.
Tous ces périlleux contacts de mains inconnues, il devait les subir. Après quoi les gens s'en allaient, comme satisfaits de leur propre audace. Sur les routes avoisinant Sierra Vista, certains petits garçons se faisaient parfois un jeu, quand il passait, de lui lancer des pierres. Il savait qu'il ne lui était pas permis de les poursuivre, mais l'idée de justice qui était en lui souffrait de cette contrainte. Un jour, le maître sauta hors de la voiture, son fouet en main, et administra une correction aux petits garçons, qui désormais n'assaillirent plus Cro-Blanc avec leurs cailloux. Cro-Blanc en fut fort satisfait. 3 chiens qui, sur la route de San José, rôdaient toujours à ses carrefours, autour des bars, avaient pris l'habitude de bondir sur lui dès qu'ils l'apercevaient. Il supportait cet assaut en se contentant de gronder pour les tenir à distance et les empêcher de mordre. Même si un coup de dent l'atteignait, il refusait de se battre. Une fois, les maîtres des chiens poussèrent ouvertement sur lui ces méchants animaux. Scott arrêta sa voiture. « Va! Va sur eux, dit-il. » Cro-Blanc hésitait. Il regarda le maître, regarda les chiens, et il demanda des yeux s'il comprenait bien. Le maître fit un signe affirmatif avec sa tête. « Va sur eux, vieux, répéta-t-il. Va sur eux, vieux compagnon, et mange-les. » Cro-Blanc se rua sur ses ennemis qui firent face. Il y eut un grand brouhaha de cris, des grondements, des claquements de dents, une bousculade de corps, un nuage de poussière s'éleva de la route et cacha la bataille. Au bout de quelques minutes, 2 gisaient abattus, et le 3e était en fuite. Il traversa une mare, franchit une haie et gagna les champs. Cro-Blanc le suivit, de son allure de loup muette et rapide, le rejoignit et l'égorgea. Après cette triple exécution, il n'y eut plus de querelle avec aucun chien. Le bruit s'en répandit dans toute la région, et les hommes défendirent à leurs chiens de molester Cro-Blanc. L'appel de l'espèce. Les mois passèrent. La nourriture à Sierra Vista était abondante et le travail était nul. Gras et prospère, Cro-Blanc vivait heureux. Non seulement il se trouvait matériellement bien sur la terre du Sud, mais l'existence s'épanouissait pour lui comme un été. Aucun entourage hostile ne l'enveloppait plus. Le danger, le mal et la mort ne rôdaient plus dans l'ombre. La menace de l'inconnu et sa terreur s'étaient évanouies. Seul, Collie n'avait pas pardonné le meurtre des poulets et décevait toutes les tentatives de Scott pour la réconcilier avec Cro-Blanc. Elle était une peste pour le coupable, s'attachait à ses pas comme un policeman. S'il s'arrêtait un instant pour se divertir à regarder un pigeon ou une poule, elle fonçait sur lui aussitôt. Le meilleur moyen de la calmer, qu'eût trouvé Cro-Blanc, était de s'accroupir par terre, sa tête entre les pattes, et semblant dormir. Elle était toute décontenancée et se taisait net. Inconsciemment, Cro-Blanc oubliait la neige. Parfois seulement, durant les grosses chaleurs de l'été, lorsqu'il souffrait du soleil, il se remémorait en un vague désir la froidure de la terre du Nord. Le maître montait souvent à cheval et l'accompagner était pour Cro-Blanc un des principaux devoirs de sa vie. Sur la terre du Nord, il avait prouvé sa fidélité à Castor-Gris en portant les harnais du traîneau. Ici, il n'y avait plus de traîneau à tirer, ni de fardeau à recevoir sur le dos. Suivre le cheval du maître était une façon de payer son tribut. La plus longue course ne le fatiguait pas, et après avoir couru durant 50 miles, de son allure de loup régulière et inlassable, il sautait encore joyeusement. Au cours d'une de ces promenades, il arriva que le maître tentait d'apprendre à un pur sang, plein d'intelligence, comment ouvrir et fermer une barrière sans que le cavalier eût besoin de descendre à terre. À plusieurs reprises, Scott avait amené le cheval devant la barrière et s'était efforcé de lui faire accomplir le mouvement nécessaire. L'animal s'effrayait, reculait, se cabrait, de plus en plus énervé. Éperonné vigoureusement, il se mit à ruer et, finalement,
s'abattit sur les genoux. Cro-Blanc, qui observait ce spectacle avec une anxiété croissante, n'y pouvant plus tenir, bondit à la tête du cheval et se mit soudain à aboyer. Cet aboi était le premier qu'il eût proféré de sa vie. L'intervention fut désastreuse. Le cheval se releva, s'élança au galop à travers champs. Un lapin lui partit dans les jambes, lui faisant faire un brusque écart. Il tomba sur Scott en lui cassant une jambe. Cro-Blanc sautait déjà à la gorge de la malheureuse bête lorsque le maître l'arrêta de la voix. Scott, étendu sur le sol, chercha dans ses poches un crayon et du papier, mais n'en trouva pas. Il se résolut à envoyer Cro-Blanc au logis sans autre explication. « À la maison, dit-il, va à la maison. » Mais Cro-Blanc ne semblait pas vouloir le quitter. Il renouvela son ordre plus impérativement. Cro-Blanc, qui savait ce que signifiait « à la maison », le regarda en semblant réfléchir, s'éloigna, puis revint et poussa un gémissement plaintif. Scott lui parla gentiment mais avec fermeté. Cro-Blanc coucha ses oreilles, écouta et parut s'efforcer de comprendre. « Tu m'écoutes bien, vieux compagnon, disait le maître. Va, va tout droit à la maison, c'est bien. Tu leur diras ce qui m'arrive. Va, loup, va. Droit à la maison. » Cro-Blanc, sans saisir le sens exact de toutes ces paroles, comprit que la volonté du maître était qu'il se rendît à la maison. Il fit volte-face et trotta au loin, à contre-cœur, en se retournant de temps à autre pour regarder en arrière. « Va !» criait Scott. « Va !» La famille était réunie sur le perron à prendre le frais, lorsque Cro-Blanc arriva, haletant et poussiéreux. « Weedon est revenu !» annonça la mère de Scott en voyant l'animal. Les enfants coururent vers Cro-Blanc et commencèrent à vouloir jouer avec lui. Il les évita, et, comme il l'avait acculé dans un coin entre un rocking-chair et un banc, il gronda sauvagement en essayant de se dégager. La femme de Scott eut un frémissement. « Oh, je tremble toujours, dit-elle, qu'il ne se jette sur eux quelques jours sans crier gare. »« Un loup est un loup, prononça sentencieusement le juge Scott. Il est prudent de ne pas s'y fier. Sans doute y a-t-il en lui quelques gouttes de sang de chien. » Il n'avait pas achevé sa phrase qu'il aperçut devant lui Cro-Blanc qui grondait avec une mine singulière. « Va-t'en, va coucher !» ordonna le juge. Cro-Blanc se retourna vers la femme du maître et saisit avec ses dents le bas de sa robe, tirant sur la fragile étoffe jusqu'à ce qu'il l'eût déchirée. Alice poussa un cri de frayeur. « J'espère qu'il n'est pas devenu enragé, » dit la mère de Scott. « J'ai toujours répété à mon fils que notre chaud climat ne valait rien pour un animal venu de l'Arctique. » Cro-Blanc maintenant s'était tu et ne grondait plus. Il demeurait immobile, la tête levée, et regardant en face la famille qui le fixait. Des spasmes muets lui secouaient la gorge, et tout son corps se convulsait comme s'il eût tenté d'exprimer l'inexprimable. « On croirait, dit Bess, qu'il essaie de parler. » À ce moment, la parole vint à Cro-Blanc, sous la forme d'un aboiement éclatant. Ce fut le second et le dernier de sa vie. Mais il s'était fait comprendre. « Quel accident est arrivé à Scott ?» dit Alice avec décision. Et tout le monde accompagna Cro-Blanc, qui déjà descendait les marches du perron en regardant si on le suivait. Après cet événement, l'hôte de Sierra Vista trouva au foyer une place meilleure. Même le palefrenier, dont Cro-Blanc avait lacéré les bras, admettait que c'était là le plus sage des chiens, ne fût-il qu'un loup. Le juge Scott abondait dans ce sens et soutenait son opinion à grand renfort de preuves qu'il puisait dans son encyclopédie et dans divers livres d'histoire naturelle. Le second hiver que Cro-Blanc allait passer sur la terre du Sud approchait, et les jours commençaient à décroître. Et voilà qu'il fit une étrange découverte. Les dents de Colline n'étaient plus si dures. Elles ne mordaient plus qu'en jouant, gentiment et sans faire mal. Il oublia toutes les misères qu'il lui avait dues, et, quand elle venait minauder autour de lui, il lui répondait avec gravité, aimable, solennelle et ridicule.
Un jour, elle l'entraîna dans une longue course à travers prés et bois. Le maître, guéri, devait cet après-midi monter à cheval. Cro-Blanc ne l'ignorait pas. Le cheval attendait, tout scellé, à la porte de la maison. Cro-Blanc hésita tout d'abord, mais un sentiment le dominait, plus profond que la loi des dieux qu'il avait apprise, plus impérieux que sa propre volonté. Et lorsqu'il vit Collie qui le mordillait et folâtrait devant lui, la balance pencha vers elle. Il tourna le dos et la suivit. Le maître se promena seul ce jour-là, cependant que, dans le bois, Cro-Blanc courait côte à côte avec Collie, comme sa mère Quicheux et le vieil Un œil avaient jadis couru de compagnie dans les forêts silencieuses de la terre du Nord. Le sommeil du loup. Ce fut à l'époque où les journaux réservaient leur première page à l'audacieuse évasion de la prison de Saint-Quentin du célèbre gangster Jim Hall. Cet homme avait été créé mauvais et la société ne l'avait pas amélioré. La société est dure, et Jim Hall était un frappant exemple de sa dureté. Elle avait fait de lui une bête humaine sans doute, mais aussi féroce que les pires carnassiers. Les châtiments n'avaient jamais pu le briser. C'était le seul traitement qu'il avait jamais connu depuis le temps où, bébé, l'asile de San Francisco l'avait recueilli, tendre argile, prêt à recevoir la forme qu'on lui donnerait. Il avait fait le mal, et 3 fois on l'avait emprisonné. Plus férocement la société le frappait, et plus indomptable il luttait contre elle. Camisole de force, jeûne et coups de gourdin était son lot ordinaire. Au cours de son 3e emprisonnement, il fut livré à un gardien qui était une brute presque aussi sauvage que lui. Le gardien portait un trousseau de clés et un revolver. Jim Hall n'avait que ses mains nues et ses dents. C'était à peu près la seule différence qu'il y eut entre eux. Le gardien, mieux armé, en profitait pour persécuter l'homme à son gré. Il le maltraitait et sur lui mentait à ses chefs. Jim Hall bondit un jour sur son bourreau et le prenant au gosier avec ses dents, tenta de l'égorger comme eût fait un animal de la jungle. Cet acte valut à Jim Hall d'être enfermé dans la cellule des incorrigibles. Il y vécut désormais, sans la quitter jamais. Le plafond, les murs, le plancher étaient en fer. Jamais il ne voyait le ciel ni le soleil. Le jour n'était qu'un crépuscule, la nuit qu'un noir silence. Il était enseveli, vivant dans une tombe de fer. Pas une face humaine n'apparaissait plus à ses yeux. Il n'entendait plus une parole. Lorsqu'on lui jetait sa nourriture, il grondait comme une bête en cage. Durant des jours et des nuits, il lui arrivait de rugir sa haine à l'univers. Puis, durant des semaines et des mois, il ne faisait plus entendre aucun son, et son âme silencieuse se dévorait elle-même. C'était une sorte d'être monstrueux et terrible, tel qu'en pourrait enfanter le cerveau d'un fou. Il vécut ainsi durant 3 ans. Une nuit, il s'échappa. Le gardien-chef, à cette nouvelle, haussa les épaules et déclara que c'était impossible. Mais la cellule était vide, et le corps d'un gardien étranglé gisait en travers de la porte. 2 autres gardiens, qu'il avait pareillement strangulés, sans bruit avec ses mains, marquaient son passage dans les corridors de la prison et son évasion par-dessus le mur d'enceinte. Nanti des armes enlevées aux 3 gardiens, il fuyait, arsenal vivant, à travers monts et vaux, poursuivi par toute la force organisée de la société. Sa tête avait été mise à prix et dans l'espoir de toucher la prime, des fermiers le traquaient avec des fusils de chasse. Sa mort pourrait payer une gênante hypothèque ou servir à envoyer un fils au collège. Des citadins avaient pris eux aussi leurs fusils pour l'amour du bien public. Une meute de chiens féroces suivait sa trace, au sang qui coulait de ses pieds ensanglantés, et d'autres chiens policiers qui courent au nom de la loi et sont payés par la société, ne le lâchaient pas non plus, acharnés à sa piste
avec l'aide du téléphone, du télégraphe et de trains spéciaux. Il arrivait parfois que Jim Hall fût rejoint par ses poursuivants. Héroïquement, de part et d'autre, on se faisait face. Le lendemain, dans les villes, les gens se délectaient à lire dans leur journal, après déjeuner, les détails de la rencontre. Il y avait eu un mort et tant de blessés. Mais d'autres hommes s'étaient levés, qui avaient repris la poursuite ardente. Puis tout à coup, Jim Hall disparut. Vainement les chiens quêtèrent sur sa piste perdue. Jusque dans les vallées les plus lointaines, d'inoffensifs bergers se voyaient mettre la main au collet par des hommes armés et étaient contraints de prouver leur identité. Et simultanément, en une douzaine de flancs de montagne, les restes du gangster étaient censément découverts par des gens avides de toucher la prime du sang. Cependant, les journaux étaient lus à Sierra Vista, avec autant d'intérêt que de crainte. Les femmes n'étaient pas rassurées, et vainement le juge Scott affectait de rire de leur terreur par des « bah » répétés. C'était lui qui, dans les derniers jours de son exercice, avait condamné Jim Hall. Pour une fois, Jim Hall était innocent du crime qui lui était imputé. Par un procédé dont elle est coutumière, la police avait décidé de liquider son compte et machiner sa perte en produisant de faux témoignages. Le juge Scott, ignorant de la vérité, avait prononcé son arrêt de bonne foi. Mais Jim Hall l'avait cru complice, et lorsqu'il s'entendit condamné à 50 ans de mort vivante, il se dressa dans la salle d'audience et se mit à hurler sa haine contre celui qui le frappait. Tandis que les policiers le traînaient dehors, il rugit qu'il se vengerait un jour. Cro-Blanc ne pouvait rien connaître de tout cela, mais du jour où l'on apprit à Sierra Vista que Jim Hall s'était évadé, il y eut un secret entre le chien-loup et Alice, la femme du maître. Chaque nuit, après que tout le monde s'en était allé coucher, Alice sortait de sa chambre et faisait entrer Cro-Blanc dans le hall du rez-de-chaussée. Le matin, elle descendait la première et le remettait dehors, car l'usage n'était point qu'il dormît dans la maison. Or, une nuit, Cro-Blanc s'éveilla dans le silence et, sans bruit, renifla. Le message que l'air lui apporta fut qu'un dieu étranger était présent. Il tendit l'oreille, et des bruits étouffés, d'imperceptibles mouvements furent perçus par lui. Il ne gronda pas. Ce n'était pas sa manière. Le dieu étranger apparut, glissant comme une ombre. Plus silencieux encore, Cro-Blanc le suivit. Dans le wild, quand il chassait de la viande vivante, il avait appris à ne point se trahir. Le dieu étranger s'arrêta au pied du grand escalier et écouta. Cro-Blanc, immobile comme s'il était mort, surveillait et attendait. En haut de l'escalier était la chambre du maître, et à côté d'elle étaient les chambres des autres dieux de la maison, qui formaient le bien le plus cher du maître. Cro-Blanc commença à se hérisser, mais attendit encore. Le pied du dieu étranger s'éleva, il commençait à monter. C'est alors que Cro-Blanc frappa, sans avertissement, selon sa coutume. Il lança son corps en avant, comme la pierre d'une fronde, et s'abattit sur le dos du dieu étranger. De ses pattes de devant, il s'accrocha sur ses épaules, tandis qu'il entrait ses crocs dans sa nuque. Le dieu tomba à la renverse, et ils s'écrasèrent tous deux sur le plancher. La maison s'était éveillée en alarme. Chacun, se penchant sur l'escalier, entendait au bas un bruit pareil à celui que ferait une bataille de démons. Des coups de revolver se mêlaient à des grondements. Une voix d'homme jeta un cri d'horreur et d'angoisse. Puis, il y eut un grand fracas de verres brisés et de meubles renversés. Et, rapidement, tout se tut. Seuls des halètements, semblables à des bulles d'air qui crèvent en sifflant à la surface de l'eau, montaient encore du gouffre obscur. Puis, plus rien. Weldon Scott tourna un bouton électrique. L'escalier et le hall s'emplirent de lumière. Accompagné du juge Scott, il descendit avec précaution, revolver en main. Mais il n'y avait plus de danger. Parmi le naufrage des meubles renversés et disloqués, un homme gisait étendu sur le côté, cachant du bras son visage.
Weedon Scott se pencha sur lui, déplia son bras et tourna sa face vers la lumière. Par la gorge ouverte, la vie s'était enfuie. « Jim Hall !» dit le juge Scott. Le père et le fils se regardèrent et se comprirent. Ils se retournèrent ensuite vers Cro-Blanc. Lui aussi était couché sur le flanc, les yeux clos. Sa paupière se souleva légèrement. Il regarda ceux qui étaient inclinés sur lui, et sa queue eut un mouvement, à peine visible, pour saluer son maître. Weedon Scott le caressa, et de son gosier sortit un ronron reconnaissant. Mais les paupières se refermèrent bientôt, et le corps retomba, comme un sac, sur le plancher. Un chirurgien fut sur-le-champ mandé par téléphone. L'eau blanchissait les fenêtres lorsque l'homme de l'art arriva. Sincèrement, il a 1 chance sur 1000 d'en sortir, prononça-t-il après 1h30 d'examen. Une patte cassée, 3 côtes brisées, dont une au moins a perforé le poumon, sans parler de tout le sang qu'il a perdu et de probables lésions internes. Sans doute a-t-il été projeté en l'air. Je passe sur les 3 balles qui l'ont traversé de part en part. 1 chance sur 1000 est trop d'optimisme. Il n'en a pas 1 sur 10 000. De cette unique chance, rien ne doit être négligé, répliqua le juge Scott. S'il le faut, faites fonctionner les rayons X. Tenez n'importe quoi et ne regardez pas à la dépense. Weedon, télégraphiez à San Francisco et mandez le docteur Nichols. Ce n'est pas pour vous enfoncer, chirurgien, mais vous comprenez, tout doit être fait pour lui. Le chirurgien sourit avec indulgence. « Je comprends, dit-il. Vous devez le soigner comme un être humain, un enfant malade. Je reviendrai à 10 heures. Observez sa température. » Cro-Blanc fut donc admirablement soigné. Quelqu'un ayant proposé d'engager une infirmière professionnelle, les filles de Scott repoussèrent avec indignation cette idée, si bien que Cro-Blanc gagna la chance sur 10 000 à peine accordée par le chirurgien. Mais celui-ci n'avait jamais soigné que des êtres civilisés, descendants de civilisés, et tout autre était la vitalité de Cro-Blanc qui venait directement du Wild. Son erreur de jugement ne fut donc pas blâmée. Ligoté comme un captif, privé de tout mouvement par le plâtre et les pansements, le patient languit cependant durant des semaines. Il dormait pendant de longues heures, et toutes sortes de rêves l'agitaient. Les fantômes du passé se levaient devant lui et l'entouraient. Il se revoyait vivant dans la tanière avec Quicheux, ou rampant en tremblant au pied de Castor Gris, pour lui rendre hommage, ou courant d'une course effrénée devant l'Hip-Lip et l'attelage hurlant du traîneau, harcelé par le fouet cinglant de Mitsa. Il revivait sa morne existence près de Beauty Smith et ses anciens combats. Dans son sommeil, on l'entendait gémir et gronder, comme s'il luttait encore. Mais le pire de ses cauchemars était de rêver que, couché sous un buisson, il épiait un écureuil, attendant que le petit quadrupède s'aventurât sur le sol. Alors, comme il s'élançait, l'écureuil se transformait soudain en un quart électrique menaçant et terrible, énorme comme une montagne, hurlant, cliquetant, crachant des étincelles et s'avançant sur lui pour l'écraser. Ou bien c'était, planant au ciel, le faucon qu'il défiait et qui se précipitait sur lui du haut de l'azur, encore sous forme du quart fatal. Retombé dans les mains de Beauty Smith, les spectateurs autour de lui faisaient cercle dans la neige. À l'arrêt, au milieu de la piste, il attendait que la porte de la clôture s'ouvrît et donnât passage à son adversaire. Mais c'était, une fois de plus, le quart qui se montrait et qui fonçait droit sur lui. Quand le dernier pansement eut été enlevé par le chirurgien, en présence de tous les autres réunis de Sierra Vista, Cro-Blanc essaya de se lever et de marcher vers Scott qui l'appelait. Mais il vacilla et tomba de faiblesse, tout honteux de manquer au service qu'il devait au maître. « Voici le loup béni !» s'écrièrent les femmes. Le juge Scott les regarda d'un air de triomphe. « J'avais bien dit que c'était un loup. L'acte accompli par lui n'est pas d'un simple chien, c'est bien un loup. » « Un loup béni !» appuya la femme du juge. « C'est fort bien dit.
et il n'aura plus ici d'autre nom. Le chirurgien déclara. Il faut maintenant lui réapprendre à marcher. La leçon peut débuter dès aujourd'hui. Conduisez-le dehors. Cro-Blanc fut remis sur ses pattes dont les muscles, peu à peu, commencèrent à jouer, et c'était à qui le soutiendrait. Tremblant et se balançant, escorté comme un roi, il parvint à gagner la pelouse. Après qu'il s'y fut reposé, le cortège poursuivit sa route et le conduisit jusqu'à l'écurie. Là, sur le seuil, était étendu Collie, entouré d'une demi-douzaine de petits chiens qui s'ébattaient au soleil. Cro-Blanc les contempla avec des yeux étonnés. Collie gronda vers lui et il se tint à distance. Tandis qu'une des femmes maintenait Collie dans ses bras, le maître, avec son pied, aida l'un des petits chiens à venir vers Cro-Blanc. Il se hérissa soupçonneusement, mais le maître lui assura que tout allait bien, quoique Collie, par ses grondements, protesta du contraire. Le petit chien se mit à gambader autour de lui. Il coucha ses oreilles et l'observa avec curiosité. Puis, leurs nez se touchèrent et il sentit la chaude petite langue sur son museau. Il tira la sienne et, sans savoir exactement pourquoi, il lécha la figure du chiot. À ce spectacle, les dieux s'étaient mis à applaudir et pousser des cris de plaisir. Cro-Blanc en fut tout décontenancé. Ensuite, sa faiblesse l'ayant repris, il se coucha, et au grand mécontentement de Collie, les autres petits chiens vinrent à leur tour l'entourer en folâtrant. Par un reste de son ancienne sauvagerie solitaire, son premier mouvement fut de repousser les importuns. Puis, parmi les applaudissements des dieux, il se décida d'un air grave à leur permettre de grimper et de jouer sur son dos et sur ses flancs. Et tandis que les chiots continuaient leurs bouffons ébats et leurs luttes joyeuses, placidement, les yeux mi-clos, il s'endormit au soleil. C'est ici que s'achève l'épopée de Cro-Blanc, racontée par mes soins. J'espère que vous aurez apprécié ma compagnie pendant ce magnifique voyage dans la nature sauvage, qu'elle soit du wild ou de la ville. Pour plus d'aventures, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche afin d'avoir le plaisir de découvrir d'autres histoires ou poésies. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et à bientôt, amicalement.